Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce Fond de l'info. Vous le savez, c'est notre petit rendez-vous de l'été où on balaye l'actu avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, je remplace ma collègue Nadia qui se prend un peu de vacances et elle a bien raison. Et pour ma part, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je le disais, on est avec des chroniqueurs et aujourd'hui, c'est nos chroniqueurs phares. Thomas Dietrich et Théophile Kouamouo, bonjour. Bonjour, phare, je sais pas, mais balise peut-être. C'est parti pour le Fond de l'info. Nous sommes le 16 août, dans la période la plus creuse de l'été. Alors certes, l'actualité ne s'arrête pas, mais elle est plutôt au ralenti, ce qui nous permet de prendre le temps de la rétrospective et de la prospective. Retour sur un mois de juillet marqué par la première session de ce Parlement inédit, puis projetons-nous sur les dossiers politiques de la rentrée qui sont tout chaud. Mais avant cela, évoquons la petite polémique de temps de canicule, ou les petites polémiques, les vacances de Macron à Brégançon et ses promenades nautiques en jet-ski d'une part, et les mises sous surveillance citoyenne du bilan carbone des avions privés des milliardaires, notamment l'avion de Bernard Arnault. Alors d'abord la polémique sur Macron et le jet-ski qui a été en partie déclenchée par la députée ELV Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, vous avez vivement réagi ces derniers jours à une image captée du président de la République du côté de Brégançon, Emmanuel Macron, qui faisait du jet ski. Vous dites c'est criminel de ne pas comprendre le réchauffement climatique. Franchement, est-ce que quelqu'un qui fait du jet ski est forcément un criminel climatique ? Est-ce qu'on en est là ? Je n'ai pas dit que c'est parce qu'il faisait du jet ski qu'il était criminel climatique. J'ai bien dit que c'est parce qu'il ne comprenait pas le réchauffement climatique. Parce qu'il fait du jet ski, il n'a pas compris ? Parce qu'il fait du jet ski, il ne comprend pas le réchauffement climatique. Ce que je dénonçais, c'était un coup de com' qu'il a fait, qui était de se prendre en photo dans un canoë-kayak quelques minutes pour avoir cette photo et ensuite faire du jet ski. Et finalement, ça résume la politique de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on a des espèces d'effets de com', des effets d'annonce. Alors, est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'on peut ôter le mot polémique pour parler de débat de société au vu de la catastrophe climatique en cours ? Oui, effectivement, ce qui est intéressant, c'est l'inversion de la charge accusatoire. En général, il y a une sorte de morale moralisante sur faire pipi sous la douche, bien faire le tri sélectif, et cette morale moralisante est adressée aux citoyens ordinaires qui n'ont absolument aucune sorte de pouvoir quant à une éventuelle bifurcation. On leur dit, en réalité, si il y a les dérèglements climatiques, c'est peut-être un peu de votre faute. Et là, ce débat donc, de société qui est enclenché notamment par Sandrine Rousseau inverse la charge accusatoire et on parle du président de la République, de ses choix, de sa conscience écologique. Effectivement, c'est pas un jet ski qui va changer la face du monde. C'est pas parce qu'il a fait 2 ou 3 promenades en jet ski que ça va changer complètement le bilan carbone de la France. Mais cela montre que finalement, ceux qui mettent en accusation, ceux qui demandent des petits efforts, qui nous demandent tous d'être des colibris, ils ne sont pas eux-mêmes des colibris alors qu'ils ont les moyens, eux, de changer le cours des choses, d'agir sur les facteurs structurants des changements climatiques et que c'est une mission historique pour eux parce que on voit que la situation se dégrade sous nos yeux à vue d'œil alors que c'est des situations quand même qui prennent beaucoup de temps, mais nous sommes au moment charnière où les changements se voient à vue d'œil et indexer le président de la République ainsi, lui montrer que ses propres choix ne sont pas forcément dictés par les impératifs écologiques, c'est très bien, d'autant plus que parmi ceux qui nous dirigent, il y a beaucoup d'utilisation d'avions, beaucoup de... on a même vu qu'il y avait l'ancien Premier ministre qui voyageait en avion à l'intérieur du territoire français sur quelques centaines de kilomètres. Mais il y a des comptes Twitter qui suivent les trajets en avion et les trajets aussi en bateau de tous les millionnaires, milliardaires. On suit tout leur parcours comme ça. Il y a le fameux compte Twitter L'avion de Bernard, et il y en a d'autres d'ailleurs, au point où Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla, a essayé de racheter, il avait essayé de racheter il y a quelques mois un compte Twitter qui faisait un peu le point sur le bilan carbone de son avion. Ça veut dire qu'en réalité, le name and shame dont parlent les anglo-saxons, ça fonctionne toujours quand même quelque part. Comme promis au début de cette émission, on va revenir sur l'actualité parlementaire de ces derniers mois et de ces prochains mois. Revenons d'abord sur ce qu'on peut retenir de la session extraordinaire qui s'est terminée début août. Alors, privé de majorité absolue, Macron, est-ce qu'il tient le bon bout tout de même dans tout ça ?
Ah oui, puisqu'il peut bénéficier dans les cas de vote à l'Assemblée nationale du soutien en général des députés républicains. Parce qu'il y avait un compte Twitter qui avait recensé que dans 74% des cas, les députés républicains votaient comme les députés Renaissance. Et c'est pour ça qu'il a pu faire passer un certain nombre de lois qui sont des petites lois, des lois à minima, comme la loi sur le pouvoir d'achat, la loi sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui avait été rejetée à plusieurs reprises pendant le précédent quinquennat et qui, là, sous la pression de l'opinion et la pression de l'ensemble quasiment des députés, a fini par être adoptée. Et puis, il a pu aussi contenir les excès de zèle et les excès de volonté de surtaxe des députés NUPES de la France insoumise, notamment quand on avait envie de surtaxer les profits des grandes compagnies pétrolières qui effectivement se font plein d'argent en ce moment avec la hausse des cours du pétrole. Donc évidemment, il réussit à compenser cette absence de majorité absolue avec l'aide de députés qui sont souvent d'accord avec lui. Quand on voit que finalement Gérald Darmanin, quand il prône pour l'expulsion des délinquants étrangers, on voit qu'il rejoint les propos de quelqu'un comme Éric Ciotti, qui pourtant est à la droite des Républicains. Donc pour moi, il n'y a pas de grande différence pour l'instant. Ça viendra peut-être au fur et à mesure que l'élection présidentielle de 2027 s'approchera et qu'il y aura des enjeux, notamment pour les Républicains, de se démarquer de Renaissance pour porter un candidat à la présidentielle. Mais pour le moment, ils font plutôt alliance. Et puis, ils ont une opposition, entre guillemets, utile, des idiots utiles, qui sont les députés du Rassemblement national, qui finalement sont érigés comme l'opposition au détriment de la NUPES. On voit qu'il y a des députés du Rassemblement national qui ont été promus à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, qui ont été promus à la Cour de justice de la République, qui est quand même censée juger les crimes et délits des ministres en fonction, qui a été promue, une députée de Charente, qui a été promue à la délégation parlementaire du renseignement, donc il aura à connaître des secrets d'État, des secrets liés au renseignement, couverts par le secret défense, et tout ça au détriment de la NUPES, qu'on réduit sans cesse au silence, qu'on réduit à une sorte d'opposition bruyante, alors qu'en fait, elle porte les vrais combats sur le pouvoir d'achat, les vrais combats sur la lutte contre l'inflation. On parlait de toutes ces petites polémiques stériles d'été, en commençant par l'expulsion de l'imam jusqu'au jet ski d'Emmanuel Macron. Ça permet de cacher les vrais problèmes qui sont les feux de forêt qui se multiplient, les vrais problèmes qui sont l'inflation qui est à 6,1%, le prix des pâtes qui augmente de 15%, le prix de la viande hachée pareil. C'est des vrais problèmes qui impactent la vie des gens, notamment la vie des étudiants qui sont de plus en plus précaires. Et ces petites polémiques permettent de cacher tout ça. Et évidemment, à l'Assemblée, En Marche et Renaissance n'ont absolument pas pris la mesure par les lois du drame qui est en train de se jouer, du drame économique. Alors, Thomas parlait d'un compte Twitter. On va faire un peu de publicité pour Data Politics. C'est une start-up, en fait, qui disons, fait son trou dans le monde de la data et, en fait, qui analyse les comportements politiques dans les différentes institutions et qui a fait un indicateur de similarité des votes. Effectivement, on se rend bien compte qu'il y a une sorte de majorité étendue à LR, puisque LR est très très largement dans la droite ligne de la majorité macroniste. Le RN, c'est à 42% qui ont les mêmes votes que les macronistes, et la NUPES, c'est vraiment très peu, entre 14% et disons 21% pour le PS. Donc effectivement, tout cela dessine un nouveau paysage politique entre une sorte de majorité à étage, une majorité à étage. Dans le cœur, c'est Renaissance, et disons, juste à côté, il y a le Modem et Horizon, qui peut-être progressivement prendront leur distance au fur et à mesure que les échéances prochaines arriveront. Il y a LR qui finalement est dans la même ligne que la Macronie, et c'est ça qui est intéressant. Je pense que l'alignement de LR sur le camp Macron, un alignement qui pourrait leur coûter politiquement et participer à leur effacement, un effacement auquel on a assisté pendant la présidentielle. En fait, cet alignement est lié au fait qu'ils ont le même électorat, c'est l'électorat bourgeois, c'est le fameux bloc bourgeois, et ils ne savent pas faire autre chose que de voter pour leur camp idéologique, leur camp et leur classe, et quelque part, même si ça les dessert
pour les échéances prochaines, même si ça les fait disparaître, même dans le cerveau des gens, ils sont obligés de suivre la Macronie là-dessus. En revanche, quand il y a des lois qui ne sont pas forcément liées aux questions économiques, quand c'est des lois entre guillemets régaliennes ou que c'est des lois sur des thématiques comme le pass vaccinal, il peut y avoir quelques libertés que prennent certains députés LR, mais sans jamais rentrer dans le cœur le cœur idéologique de la Macronie. Donc ce sont des alliés, on peut considérer qu'ils font partie plus ou moins de la majorité, même s'ils ne veulent pas le dire. Le RN, essaie de se poser en opposition constructive, entre guillemets, c'est-à-dire que certains coups on vote avec la Macronie et certains coups on vote contre. On a bien vu que le seul enjeu en réalité, c'est la question de la convergence entre le RN et son électorat, puisque d'un point de vue idéologique, je pense que les cadres du RN sont plutôt d'accord avec les cadres de la Macronie, y compris sur les questions économiques. Mais le RN doit prendre en compte son électorat, qui est un électorat défavorisé, qui est un électorat pauvre, qui est un électorat de classe moyenne inférieure, qui est un électorat qui subit beaucoup l'inflation. Et je pense que là, ils s'en sortent plus ou moins, mais je pense qu'ils vont entrer dans une sorte de crise où ils seront obligés, sur des lois économiques, de voter quasiment à gauche, ou alors de montrer leur vrai visage. Je trouve que c'est quelque chose qui serait intéressant. Et puis, pour ce qui est de la NUPES, on imaginait que cet attelage plutôt hétéroclite allait exploser. Il n'a pas explosé et je pense qu'il n'explosera pas puisque finalement, ils sont d'accord un peu sur leur désaccord. Mais je pense que la contradiction viendra de l'incarnation qui incarnera la NUPES, vu que Mélenchon est dans une sorte de mise en retrait. Et le palabre sera en fait, est-ce que le futur candidat ou la future candidate, le futur porte-étendard de la gauche sera France Insoumise, PS ou ELV. Pour l'instant, ce sont quand même les députés de la France Insoumise qui se font remarquer. Au PS aussi, il y a Olivier Faure qui a une sorte de nouvelle jeunesse. Ce sera intéressant à analyser. Et puis, pour continuer dans ce que disait Théophile, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire, je disais que les députés, les Républicains votent à 74% comme les députés ensemble, alors qu'ils ne sont pas dans la même alliance, que ce sont deux groupes politiques différents. Et c'est le même chiffre, puisque les députés PS votent à 74% comme les députés de la France Insoumise, alors qu'eux sont dans la même alliance. Donc, ce qui prouve bien que finalement, il y a une sorte, en tout cas pour le moment, d'alliance de fait entre la majorité Renaissance et les Républicains. Tu parlais du positionnement du RN, qui est très intéressant à observer, mais ils ont quand même montré un petit peu leur vrai visage dans les premiers votes, parce qu'ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, alors que c'était une mesure phare pour le RN et pour les classes moyennes populaires. Oui, je pense que c'est quelque chose qui restera. Là-dessus, ils pourront toujours dire que les petits patrons, que voter l'augmentation du SMIC, c'est fragiliser les petits patrons, les gérants de troquets, les tenanciers d'auberges, etc. Bon, le truc, c'est qu'il y avait des possibilités, justement, de créer des modes de péréquation qui auraient permis à ceux qui font des super profits de financer l'augmentation du SMIC un peu pour tout le monde. De toute façon, ça, c'est la première étape. Je pense que c'est une étape qui est significative et qui marquera les esprits. On verra les prochaines étapes, notamment avec les lois qui seront examinées dans les prochains mois, après la rentrée parlementaire. Ça me rappelle quand même quelque chose, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de députés de l'extrême droite qui rentrent à l'Assemblée nationale, des députés inexpérimentés qui se mettent à voter contre des lois sociales, alors qu'ils ont plutôt été élus sur un programme social. Ça me fait beaucoup penser à ce qui s'est passé il y a plus d'un demi-siècle en arrière, quand il y avait le mouvement poujadiste qui est entré à l'Assemblée nationale sous la 4e République. Et notamment, un des députés poujadistes qui avait été élu, c'était
Jean-Marie Le Pen. Et c'était un programme qui avait été fait sur du populisme, sur la défense des petits gens, des petits patrons. Et quand ces députés inexpérimentés est arrivé à l'Assemblée nationale, ils s'étaient mis à voter finalement comme les grands groupes politiques finalement en défense des intérêts des puissants. Et ce mouvement poujadiste-là a structuré ce qu'allait devenir après le Front National et ce qu'allait devenir aussi Marine Le Pen qui a fait un peu a tenté un virage social. Donc finalement, est-ce que ces 89 députés vont être la grande déception? Est-ce que les électeurs du Rassemblement national, qui sont effectivement plutôt issus de milieux défavorisés, de milieux ruraux, vont se rendre compte que finalement les députés du Rassemblement national ne sont pas là pour défendre leurs intérêts, ne sont pas là pour l'augmentation du SMIC, ne sont pas là pour lutter contre l'inflation, mais finalement peuvent avoir des points de convergence avec le bloc bourgeois? C'est toute la question. En tout cas, ils risquent de proposer pendant 5 ans un triste spectacle aux électeurs qui ont cru en eux. C'est bien parce que cette première session, elle a permis de bien observer les différents groupes. Est-ce qu'on peut déjà parler de ténor de cette nouvelle Assemblée nationale dans les différents camps? Alors, il y a quelqu'un qui est un député depuis très longtemps, mais qui a marqué finalement cette séquence politique par son intégrité. C'est Charles de Courson, député centriste, qui est un homme de droite, qui a en fait tous les réflexes classiques des hommes de droite. En revanche, il continue de croire qu'il faut qu'il y ait une digue contre l'extrême droite. Et quand il s'est agi finalement de construire une sorte de ruse pour empêcher la NUPES, la France Insoumise et la NUPES d'avoir la tête de la commission des finances, il s'est retiré parce que finalement, il devait être instrumentalisé par le bloc des droites, c'est-à-dire LR et RN, pour arriver à ce résultat-là qui faisait paniquer d'avance un certain nombre de milieux d'affaires. Il s'est retiré. Il a refusé un poste honorifique, qui est quasiment un poste de ministre, pour rester droit dans ses bottes et fidèle à ses convictions. Et je pense qu'il a quand même marqué cette séquence politique. Pour ce qui est du RN, je pense à Jean-Philippe Tanguy, qui était lui aussi candidat à la présidence de la Commission des finances et qui est devenu une sorte de mème à l'Assemblée nationale. On a vu une séquence dans laquelle il demande aux gens de se taire pour la France. Nous sommes réunis ici grâce à l'engagement de Marine Le Pen, qui, la première ici, dans le paysage politique, a été la première à lever la question du pouvoir d'achat. Et je tiens à la remercier au nom de tous les gens qui, à cette heure-là, vont se lever pour que le pays tienne debout. Alors, silence. Alors, oh, ce cri du cœur, j'avoue, Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. Qui a inspiré, je pense, beaucoup de gens parmi nous. Chers collègues, de gauche. Monsieur Tanguy, s'il vous plaît. France... Silence pour la France. Un deuxième round va s'ouvrir dans quelques heures. Ce deuxième tour, ça devrait vous plaire. Voilà le 7e tour. Vous avez voulu un, vous l'avez perdu. Vous en avez voulu un deuxième, vous leur avez offert. Un troisième, vous nous l'avez donné. Et un quatrième, nous sommes une nouvelle assemblée. Le 5e tour, c'est celui-là, il est un peu raté. Le 6e, c'est demain, c'est le projet de loi de finances rectificative. Alors. Et par la suite, on l'a vu en train de faire un vacarme de tous les diables à l'Assemblée nationale. Et je pense que Jean-Philippe Tanguy incarne vraiment le député RN auquel on a pu observer durant cette séquence, c'est-à-dire vraiment quelqu'un d'assez inconsistant. Même Marine Le Pen, qui avait décidé de se surinvestir à l'Assemblée nationale, n'est pas très très présente. Et on verra ce que donneront les prochains mois. Et au sein de la NUPES, effectivement, je pense à Olivier Faure, qui a changé complètement d'image, c'est-à-dire il avait vraiment l'image d'un apparatchik du PS, et aujourd'hui il est plutôt regardé comme quelqu'un d'engagé à gauche, véritablement à gauche, et pas non plus d'une sorte de centre-gauche. Et puis Mathilde Panot, qui a été très très critiquée, mais aussi sous les feux des projecteurs, et qui incarne désormais la chef des députés insoumis et une figure centrale de la NUPES.
Oui, sur la question des ténors, ce qui va jouer au fur et à mesure de la législature qui s'annonce, c'est la question de la succession à Jean-Luc Mélenchon pour 2027 et la question d'une union de nouveau de la gauche à la présidentielle de 2027. Donc évidemment, petit à petit, les dissensions vont apparaître au sein de la NUPES entre les différents putatifs candidats à la présidentielle. Tu as parlé d'Olivier Faure, qui effectivement de personnage un peu phallos s'est révélé comme un homme engagé à gauche. On a effectivement Mathilde Panot et puis aussi Adrien Quatennens. Donc évidemment, l'alliance va être mise à rude épreuve au fur et à mesure que l'échéance va s'approcher, comme ça se fera à droite finalement entre les Républicains et Ensemble, qui pour l'instant votent sur les mêmes textes, vont voter sur les mêmes textes, puisque à la rentrée, il y aura beaucoup d'enjeux, notamment avec la réforme des retraites, la nouvelle réforme du travail, sans doute une nouvelle loi sur la sécurité. Moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe dans cette nouvelle Assemblée, c'est qu'il y a 306 députés qui pratiquent le cumul des mandats, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'être député-maire, mais on peut continuer à être député et conseiller régional, député et conseiller départemental, député et conseiller municipal. Et malgré le fait qu'il y a des députés qui se plaignaient de la surcharge de travail à l'Assemblée nationale, des horaires très tardifs où finissaient les séances, il y a quand même une majorité de députés qui pratiquent le cumul des mandats, et encore plus que la dernière législature. Et ça touche tous les bords finalement de l'Assemblée, bien évidemment le Rassemblement national, bien évidemment Renaissance, mais aussi la NUPES. Vous avez des députés emblématiques comme Sophia Chikirou, Clémentine Autain qui ont gardé leur siège au Conseil régional d'Île-de-France. Donc moi c'est quand même une déception que j'ai, parce que c'est vrai qu'il y a une volonté affichée de tous les bords politiques et notamment de la gauche de s'investir à fond dans ce mandat, de déposer des amendements, d'être le poil à gratter du gouvernement. Et c'est vrai que beaucoup de députés, y compris à gauche, continuent de pratiquer un cumul des mandats. Donc dans les jours qui viennent, il va y avoir la rentrée politique, les camps se préparent, notamment via leurs universités d'été. Ce sera reparti pour une rentrée qui est déjà décrite comme bouillante. Quels sont, selon vous, les dossiers chauds de cette rentrée ? Disons qu'il y a un certain nombre de lois. Gérald Darmanin voulait qu'il y ait sa loi sur l'immigration, une énième loi sur l'immigration, mais il est possible qu'elle ne soit pas discutée en octobre parce qu'elle n'est pas tout à fait prête, et manifestement Elisabeth Borne ne veut pas qu'on évoque ce sujet d'entrée de jeu. Il y a également la question de l'assurance chômage, une nouvelle loi, c'est-à-dire en fait les décrets sur l'assurance chômage devraient être transformés en loi. L'idée ce serait finalement d'adapter les indemnisations au marché de l'emploi, c'est-à-dire quand le chômage est bas, de baisser les indemnisations chômage pour obliger les gens à aller travailler. En fait, en gros, on pourra en reparler, mais bon, c'est un peu n'importe quoi. Il y a également la question de la réforme des retraites qui est lancinante. Donc, on va voir quel sera, disons, le timing qui sera choisi par et la majorité, et l'exécutif et l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, toutes les lois qui sont relatives ce qu'on appelle peut-être maladroitement le pouvoir d'achat, en fait, ce seront des lois qui seront très, très observées avec beaucoup de passion. Maintenant, il y aura aussi une rentrée sociale dans la rue. On ne sait pas quel contour elle prendra, mais la France est inquiète. Certains disaient, j'ai dit, la France a peur. Mais là, je pense que vraiment la France a peur pour les lendemains, avec l'augmentation phénoménale des produits de première nécessité. Donc, certains disent que la rentrée sera bouillante. On verra. C'est vrai qu'il y a des réformes qui sont très inquiétantes pour les Français. La fameuse réforme des retraites qui aurait dû être faite il y a maintenant 1 an et demi, qui a été repoussée, qui prévoit... on va reculer petit à petit, mais à partir de 2030, les gens devront travailler jusqu'à 65 ans. La réforme de l'assurance chômage et du travail dont tu as parlé, il y a un peu en suspens l'idée de faire travailler les gens qui seraient au RSA, c'est-à-dire on prépare les Français petit à petit à cette idée en faisant croire que les gens qui seraient au RSA, donc qui touchent moins de 600 € par mois, seraient des fainéants et qu'il faudrait les faire travailler pour... des queues de prunes 20 heures par semaine ou 25 heures par semaine. Donc c'est quand même des réformes très inquiétantes du point de vue social. On espère, je pense tous, que la rue saura faire reculer le gouvernement sur ces questions-là, parce que c'est vrai qu'il y a, à l'aune de cette inflation, à l'aune d'une vie qui devient de plus en plus dure, à l'aune d'un marché du travail qui se précarise, c'est vrai que rajouter de la précarité sur la précarité, rajouter de la misère sur la misère, c'est quelque chose qui me paraît éminemment
éminemment dangereux. Et c'est vrai que la majorité a beau jeu actuellement d'occuper le terrain avec la question de l'islam, la question des étrangers. C'était Pasqua qui disait quand une affaire vous emmerde, vous créez une affaire dans l'affaire, et puis ça ne suffit pas, vous créez une affaire dans l'affaire de l'affaire, et puis comme ça, plus personne n'y comprend rien. Et ça permet évidemment de ne pas parler des vrais sujets et de ne pas parler ce qui arrive en fait finalement à la rentrée, qui vont impacter nos vies, qui vont impacter nos futurs, les 30 prochaines années, pour les jeunes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail, travailler jusqu'à minimum 65 ans, ça peut être quelque chose d'inquiétant. Le fait en plus que travailler jusqu'à 65 ans, c'est pas vrai, parce que on voit que le marché de l'emploi repousse les seniors, et en réalité c'est travailler jusqu'à peut-être 60 ans ou 59 ans, être jeté à la porte et connaître plusieurs années de galère avant de toucher une retraite qui sera amoindrie. C'est ça en réalité qui se passe déjà et qui va se passer. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. On fera la part belle aux assurances privées aussi. Ouais. C'était ça qui sous-tendait un peu la réforme des retraites avec le fameux groupe BlackRock et tout ça qui avait été si décrié. C'est que le nouveau système de retraite va permettre aux assureurs de se remplir les poches, de se faire un pognon de dingue, comme on dit, et va amoindrir la part du public dans notre système de retraite. En tout cas, moi, ce qui me sidère dans les lois qui sont en train d'être préparées, c'est celle sur l'assurance chômage et cette faribole selon laquelle, quand le marché de l'emploi va mieux, il faut baisser les indemnisations, sachant que le marché de l'emploi, il n'est pas uniforme. Il y a différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont en crise et des secteurs qui vont plutôt bien. Et en réalité, tout cela revient à remettre en cause la fameuse loi du marché, la fameuse loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, en réalité, on veut surévaluer l'offre quand on se rend compte que ceux qui sont obligés que les employeurs seront obligés de payer un peu plus parce qu'ils devront créer des incentives, comme on dit, pour les salariés. Et donc, on crée une loi pour mettre la pression, le feu aux fesses des salariés et pour en fait les obliger à travailler peut-être pour un salaire qui était plus bas que leur salaire d'avant. Je trouve que c'est quelque chose qui est d'abord ultra technocratique. Le marché de l'emploi n'est pas uniforme. Et deuxièmement, c'est absolument cynique. Et j'ai bon espoir que justement une majorité dont l'opinion se formera et fera peut-être pression sur les députés pour qu'ils ne cèdent pas à cette réforme structurelle qui affaiblira pour longtemps, si elle passe, le monde du travail. C'est intéressant ce que tu soulèves, parce que j'ai l'impression que aussi dans cette réforme de l'assurance chômage, par rapport à cette loi de l'offre et de la demande, les salariés, on se dit, bon, c'est une main-d'œuvre interchangeable, quel que soit le secteur, c'est-à-dire que tu étais plombier, c'est pas grave, maintenant tu vas faire boulanger. Et donc c'est ça aussi que ça pointe, c'est que voilà, c'est une main-d'œuvre uniforme et c'est pas des individus, quoi. Il y a cette idéologie aussi derrière. Oui, c'est la même idéologie qui consiste à vouloir faire disparaître les métiers au profit de tâches, c'est-à-dire le métier d'enseignant, de boulanger, de pâtissier, les compétences, les qualifications, finalement ce n'est plus important. On va vous permettre de vous former tout au long de votre vie, de faire des formations de 6 semaines pour devenir plombier, des formations de 8 semaines pour devenir préparateur en pharmacie. On va faire disparaître le statut de la fonction publique, comme ça en fait vous pourrez faire 8 semaines à la mairie de votre ville et puis après 2 semaines au conseil général. Et quelque part, on se prépare à un monde d'incompétence parce qu'on ne peut pas être compétent quand on change à la fois sa tâche et quand on n'a pas un métier. Mais effectivement, c'est parfait pour le patronat d'avoir des personnes interchangeables. Sauf que ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible. Et on voit déjà dans le secteur de l'enseignement et de la santé ce que cette vision complètement folle produit, c'est-à-dire des urgences qui sont paralysées parce que dans la sixième puissance économique du monde, on a oublié de former des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et des aides-soignantes. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est vraiment une lune idéologique qui n'a pas de consistance réelle. Mais bon, comme les gens y croient, en fait, ils vont essayer d'aller jusqu'au bout. Tu disais, Thomas, que créer des affaires dans l'affaire pour qu'on ne comprenne rien. Sur le média, vous pourrez compter sur nous pour qu'on parle de ça à la rentrée et qu'on fasse comprendre aux gens ce qui est en train de se passer, que ce soit dans la rue ou au Parlement. Plus loin de nous, le dernier soldat français a quitté hier le Mali et la base de Gao. Après 9 années de présence, est-ce que c'est vraiment la fin de la présence militaire française au Sahel ? Alors, ce dont on en parle un peu dans les médias,
c'est vrai qu'on est le 15 août, que tout le monde est en vacances, mais on parle souvent du sacrifice de l'armée française qui effectivement a combattu le terrorisme depuis 9 ans au Mali via les opérations antiterroristes Serval puis Barkhane. Certains éditorialistes reprochent même l'ingratitude de la junte malienne qui aujourd'hui a prié l'armée française de plier bagage après 9 ans d'une lutte qui s'est révélée inefficace puisque finalement l'armée française n'a pas été capable d'endiguer le fléau terroriste. Et aujourd'hui, cette junte malienne s'est alliée avec des mercenaires russes. Mais on oublie souvent que finalement, ce n'est pas un sacrifice de la France au Mali, c'est finalement réparer les erreurs qu'on a commises. Parce que d'où vient la progression des djihadistes au Mali et plus généralement au Sahel? Ça vient de la déstabilisation de la Libye. La déstabilisation de la Libye qui a été poussée en 2011 par Nicolas Sarkozy, dont on ne sait toujours pas les raisons. Est-ce qu'il fallait vraiment renverser Mouammar Kadhafi parce que c'était un dictateur et aider le peuple libyen, ou est-ce qu'il fallait éliminer Mouammar Kadhafi pour des raisons moins avouables, notamment le fait qu'il aurait pu financer à un moment ou à un autre l'élection présidentielle française de 2007 et que Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on a réparé finalement ce qui s'est passé en Libye et qui par effet de domino a prospéré dans tout le Sahel, puisque la Libye c'était un peu le garant de la stabilité. Mouammar Kadhafi, aussi dictateur soit-il, était un peu le pivot qui permettait au Sahel d'être stable. Et c'est vrai que la déstabilisation de la Libye a ouvert notamment des arsenaux d'armes dans lesquels se sont servis les terroristes pour après aller s'emparer du Nord Mali. Donc finalement, on est venu réparer ce qu'on a fait. Et pendant des années, effectivement, on a soutenu aussi, par exemple au Mali, des régimes complètement autocratiques, corrompus, comme celui d'Ibrahim Boubacar Keïta, dont on a favorisé la réélection frauduleuse, qui n'ont pas développé les régions les plus pauvres de leur pays, là où pullulaient les terroristes, qui ont fait en sorte, ont détourné, par exemple, les généraux de l'armée malienne ont détourné pendant des années les armes qui étaient achetées alors que ces armes-là devaient servir à lutter contre les terroristes. Alors c'est vrai qu'on peut tirer qu'un bilan négatif, qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est vrai que l'armée, aujourd'hui, la junte malienne a recours aux mercenaires de Wagner, effectivement, qui ne sont pas les enfants de cœur, et on peut le regretter, mais ont-ils seulement les moyens? La faible armée malienne qui, pendant des années, n'a pas été développée, dont on a détourné les armes, dont les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale venaient couper les crédits, évidemment, on ne peut pas s'en sortir seul. Donc, s'étant fâchée avec les Français, elle va se réfugier dans les bras des Russes. Alors, c'est pour autant absolument pas la fin de l'opération Barkhane, en tout cas, ça l'est au Mali, mais puisqu'il y a à peu près 2500 soldats français qui vont se replier au Niger, dont le régime de Mohamed Bazoum, qui lui aussi est très contesté, est ami de la France. Et on va garder notre base qui est là depuis des décennies au Tchad, où là au Tchad, effectivement, il y a des terroristes dans l'ouest qui pullulent au lac Tchad, mais la France n'a jamais combattu ces terroristes-là. Elle a toujours été présente pour soutenir le régime des Déby en place, ce régime qui est un grand allié de la France et qui se maintient en pouvoir, notamment avec l'aide de l'armée française, puisqu'on sait qu'à plusieurs reprises, quand des rebelles tchadiens qui n'étaient absolument pas djihadistes menaçaient la capitale N'Djamena et menaçaient le pouvoir de Déby père à l'époque et aujourd'hui de Déby fils, l'armée française est intervenue pour sauver ce régime-là. Donc finalement, on retourne dans une configuration tel qu'était le dispositif militaire français avant 2013, avant l'incursion des djihadistes au Mali, ce qui est de se replier dans des pays où on sait qu'on obtiendra un soutien, où on ne sait pas finalement si on est là pour combattre les djihadistes ou pour maintenir la dictature en place, une dictature qui en général est honnie par le peuple. Donc on se cherche, outre le Niger et le Tchad, on est en train de se chercher plusieurs points d'appui, points de chute, comme le Bénin, là où Emmanuel Macron s'est rendu il y a quelques semaines pour tenter de voir si on pouvait déployer des soldats français, ou encore la Guinée, où la France s'entend bien avec l'ancien caporal de la Légion étrangère française, Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir en septembre dernier, et on a évoqué très brièvement l'idée d'installer une base militaire qui n'a pas plu à la Guinée, puisqu'il faut savoir que la Guinée était un pays qui a dit non au général de Gaulle, a dit non à une sorte de communauté qui a été proposée en 1958 et a depuis un sentiment très nationaliste. Donc évidemment, ça avait mis toute la population guinéenne debout. Donc en fait, évidemment, il faut que tout change pour que rien ne change, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de changement, si ce n'est que la France est en perte de vitesse en Afrique, la France perd de l'influence, la France perd petit à petit ce qu'elle a appelé son précaré, elle a perdu
la Centrafrique au profit des Russes, elle a perdu le Mali, peut-être demain ça sera d'autres pays, et elle s'accroche désespérément au dernier lambeau de son empire, ne comprenant pas que finalement cette présence militaire, elle est complètement inefficace, elle est complètement anachronique, elle est complètement honnie par les populations. Robespierre disait quelque chose de très vrai, personne n'aime les missionnaires en armes, et je crois que finalement à l'Élysée, on devrait peut-être lire Robespierre et s'en inspirer et partir définitivement du Sahel. Ce qui me semble important à noter, c'est que le fer était dans le fruit sur le Mali, parce que quelque part, la France, dès l'opération Serval, est arrivée au Mali pour aider l'État malien à reconquérir sa souveraineté, tout en ayant un agenda différent, notamment en refusant à l'État malien d'avoir accès à l'intégralité du territoire, parce que la France officielle soutenait, disons, une certaine autonomie des Touaregs du nord du Mali, qui eux-mêmes ne sont pas majoritaires au nord du Mali, mais en tout cas, il y avait cette volonté de maintenir une zone contrôlée par des rebelles, pas djihadistes, mais des rebelles. Et il s'est trouvé qu'il y avait une sorte de porosité entre les rebelles séparatistes de ce qu'on appelait le MNLA et d'autres rebelles djihadistes. Il y avait des échanges d'armes, il y avait des réalités locales qui échappaient peut-être aux grands stratèges qui avaient voulu quelque part couper le Mali en deux, en tout cas imposer une sorte de fédéralisme ou d'État éclaté aux Maliens. Et je pense que les Maliens qui ont accueilli les Français en 2013 à bras ouverts, en boubou bleu, blanc, rouge, en ont toujours voulu à la France d'avoir empêché leur armée de récupérer Kidal. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile de venir au secours d'un pays tout en remettant en cause sa souveraineté. Donc ça veut dire que pour qui on est là? Pour son propre intérêt, au nom de son propre agenda. Et dès lors que c'est cette configuration qui est présente, on ne peut pas s'en sortir autrement que comme on l'a vu, c'est-à-dire finalement, on s'est fait rejeter à la fois par la minorité pour laquelle on intriguait et la majorité contre laquelle on intriguait. C'est vraiment ça le nœud du problème. Comment dénier à des pays la souveraineté et les aider en même temps. Et je pense que ça, c'est le logiciel classique de l'armée française en Afrique subsaharienne. On a vu qu'ils étaient présents en Côte d'Ivoire tout en soutenant les rebelles qui étaient dans le nord du pays. Et ça, c'est pas la seule fois où l'armée française a finalement joué son propre intérêt contre l'intérêt du pays qui l'accueillait. Alors, c'est pas l'armée, c'est les politiques français qui se servent des militaires dans des objectifs trop compliqués pour être victorieux. Une autre terrible nouvelle qui a marqué la fin de la semaine dernière, c'est la tentative d'assassinat sur Salman Rushdie à New York. Oui, en plus, on a vraiment l'impression d'être retourné 20 ou 30 ans en arrière, au moment où Salman Rushdie était traqué un peu partout après, disons, des fatwas lancés par le régime iranien. Aujourd'hui, le régime iranien nie avoir été l'instigateur de cette attaque et accuse la CIA d'avoir manœuvré. De fait, nul n'est besoin d'ordonner un attentat dès le moment où on a sonné le tocsin pour demander la peau de quelqu'un. Les gens improvisent, se mettent au service des grandes fatwas que vous avez vous-même lancées. Donc, ça nous montre que, voilà, justement, il faut vraiment réformer un mode de pensée qui considère qu'on peut lancer des oukas et des fatwas comme ça contre tout le monde. Peut-être qu'effectivement, ça gêne aujourd'hui le régime iranien qui a d'autres problèmes, etc. Mais de fait, c'est cette fatwa d'il y a très longtemps qui a inspiré manifestement celui qui a essayé de tuer Salman Rushdie. Et c'est détestable parce que dans le monde où on est, on ne peut pas mourir pour ses idées, quelles que soient ces idées-là. Déjà, il faut relire et relire les versets sataniques, qui est un grand roman. D'ailleurs, le passage incriminé qui a valu à Salman Rushdie la fatwa, c'est à peine une page où il parle effectivement de ces versets sataniques, des versets où le prophète Mohammed aurait reconnu une sorte de polythéisme avant de se rétracter. En fait, ça ne fait pas du tout l'intégralité du roman, c'est vraiment une page, un grand maximum. Et c'est vrai que ça lui vaut depuis 30 ans d'être traqué. Je me souviens que plusieurs de ses traducteurs avaient été tués ou avaient été victimes de menaces. Certains de ses éditeurs aussi avaient été victimes d'attentats. Et je trouve dommage qu'en France,
l'occurrence, comme d'habitude, on ramène tout à des petites polémiques vaines et futiles où on incrimine tel ou tel député de la NUPES de ne pas avoir fait un tweet soutenant assez Salman Rushdie ou pointant assez bien le mal qu'il a attaqué. On compare Salman Rushdie à Mohamed Sifawi ou à Zimeb El-Razouj, qui est quand même, sans rien enlever à la qualité de ces derniers, quand même assez scandaleux. Et c'est vrai que ça interroge, moi en tant que romancier, ça interroge sur les écrivains devraient quand même, ce sont des... en fait, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas, disait Fernando Pessoa. Et je pense que des gens comme Salman Rushdie, quoi qu'on puisse penser de ses idées, par ailleurs, quoi qu'on puisse penser de ses positions sur l'islamophobie, sont des gens essentiels au monde par le combat qu'ils portent, par les dangers qu'ils subissent. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a dû vivre des années caché. Et finalement, le fait qu'aujourd'hui il ait été poignardé, que sa vie ait été mise en danger, c'est comme une sorte de défaite de la littérature, défaite de la vie. Et c'est quelque chose qui m'inspire de la tristesse et qu'on ne devrait pas réduire à des petites polémiques vaines et futiles comme on le voit actuellement sur le Twitter français. Et c'est assez habituel d'ailleurs. Merci Thomas et Théophile, merci beaucoup d'avoir suivi ce fond de l'info. Et si le média tient, c'est grâce à vous qui avez choisi de soutenir un média indépendant et une information différente. Rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Nous sommes ravis de vous retrouver chaque semaine pour décrypter l'actualité et votre soutien est primordial pour notre survie. Merci de toujours nous suivre, merci pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à très vite. À la rentrée, nous allons revenir encore plus fort, encore plus impertinent. Après avoir fait éruption dans le monde merveilleux des matinales mainstream, nous vous proposons un tout nouveau projet, plus décapant encore, nous incruster dans la case du 18-20h. C'est le fameux soir où elle vous accuse de viol ? Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, cher Yann. On a l'impression que vous avez quand même un mental d'acier. C'est sûr que c'est un parcours pas commun. Est-ce une bonne chose? Non, à 80%. Merci. Voilà les gars, et je le vois sur les réseaux, c'est un truc de fou. Vous avez envie de voir autre chose le soir en rentrant à la maison? Eh bien nous aussi. C'est pourquoi nous vous proposerons dès la rentrée une émission à 18h qui s'appellera Toujours debout. Alors non, ce n'est pas une reprise de la chanson de Renaud. Ce n'est pas non plus un hommage à Valérie Pécresse. Debout! Toujours debout sera un tout nouveau terrain de débat, de critique de l'actualité politique sans détour, avec un regard neuf, un ton décalé, à contre-courant de ce que l'espace médiatique nous sert jusqu'ici, avec des reportages de terrain et des chroniques sans concession. Mais vous le savez, si nos contenus vidéo sont proposés gratuitement, leur production coûte cher, très cher. On met un pognon dedans. Et un format de l'ambition de Toujours debout mobilisera des moyens inédits. Ainsi, pour que cette ambitieuse saison 6 du média puisse voir le jour, notre objectif est d'atteindre le prochain palier des 15 000 abonnés. Pour être une véritable alternative médiatique. Abonnez-vous, aidez-nous à atteindre le prochain palier de 15 000 abonnés pour que le média, votre média, reste toujours debout.